Est-ce que je dois ajouter mon conjoint ou ma conjointe dans ma procédure d'immigration permanente ou dans ma procédure d'immigration temporaire? Voilà une question que plusieurs se posent. Voilà une question qui a fait en sorte d'hypothéquer beaucoup de projets d'immigration alors que c'était des projets qui étaient déjà sur la bonne voie. Je précise donc dans cette vidéo les différents paramètres qui entrent en compte et à toi de te faire une idée claire par rapport à ton cas particulier. Première chose, il faut savoir qu'il y a selon la législation au Canada, le concept de conjoint et le concept de conjoint de fait. Conjoint, ça va être ce qu'on appelle finalement un époux ou une épouse, c'est-à-dire quelqu'un qui a un statut marital officialisé, soit dans une église, soit dans une mairie, idéalement dans une mairie pour le cas de nos pays. Donc ça, c'est les conjoints. Les conjoints, de fait, c'est ceux qui peuvent établir qu'ils ont vécu maritalement, ce qu'on appelle concubinage aussi, sur une durée d'au moins 12 mois. Ça, c'est conjoint de fait. Et selon la loi, le conjoint, c'est-à-dire celui qui est marié légalement et celui qui est juste en conjoint de fait, c'est-à-dire en concubinage, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes avantages. Il y a même également le concept de partenaire conjugal. Je ne vais pas beaucoup parler de ce côté-là pour ne pas te perdre, pour qu'on reste dans le sens de la vidéo. Mais c'est sûr que partenaire conjugal, c'est davantage quelque chose de proche, je peux dire une sous-catégorie un peu de conjoint de fait, à la différence qu'ils ne vivent pas nécessairement sur le même toit. Mais il y a la temporalité, il y a l'exigence de 12 mois minimum de vie commune. Et pendant que le conjoint va être prouvé par un acte de mariage, le conjoint de fait va souvent être prouvé par des documents officiels, c'est-à-dire les documents qui sont produits et qui sont reconnus officiellement, produits par des institutions reconnues officiellement. On pense par exemple à des factures d'électricité, on pense par exemple à des impôts dans des pays où ça se fait par déclaration. On pense à des factures, des comptes bancaires conjoints, on pense à des loyers, les certificats des contrats de bail conjoint, on pense à plein d'autres documents qui sont officiels et qu'on peut accepter. Ça, c'est les conjoints de fait, alors que le mariage n'est pas tenu de se faire sur 12 mois. Le mariage se prouve avec un document donc, qui a été enregistré dans un centre d'état civil. Alors, une fois qu'on a éclairci sur qu'est-ce qu'on met dans conjoint ou conjoint de fait, allons nous poser la question, est-ce qu'il est nécessaire de mettre son conjoint ou sa conjointe dans notre procédure? Je vais, pour répondre à la question, m'appuyer sur deux programmes phares. Le programme des travailleurs qualifiés du Québec sur la plateforme Arima et aussi le volet Entrée Express, notamment le programme des travailleurs qualifiés aussi qui a sur la plateforme Arima. Je prends les deux pour te faire remarquer d'abord de manière globale, donc en superficie, que l'importance d'associer le conjoint de fait au niveau de la procédure du Québec se fait à deux niveaux. D'abord, au niveau du pointage sur Arima, c'est-à-dire qu'il y a un impact de l'ajout du conjoint dans la capacité ou non à te tirer. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que quand on t'a tiré, tu n'es pas encore détenteur de CSQ. OK? Il faut maintenant que la deuxième grille, qui est une grille réglementaire qui s'appuie aussi sur la loi de l'immigration du Québec, il faut que à l'intérieur de cette deuxième grille-là, que vous ayez traversé le seuil éliminatoire, mais ensuite que le pointage, le seuil minimal soit acquis pour qu'enfin on vous délivre le CSQ. Donc là-bas, il y a ces deux étapes. Alors qu'au niveau de la procédure de entrée express, toujours pour les travailleurs qualifiés, oui, au niveau donc du tirage également, l'impact du conjoint de fait est clair. Je vais aussi développer là-dessus. Par contre, la nuance, c'est que si on t'a déjà tiré, dans la suite, le conjoint de fait n'a pas d'impact parce qu'on travaille davantage avec le profil du requérant principal.
Si on peut dire qu'il y a un impact, cet impact est hyper mineur. Il est très peu déterminant. Alors que dans la grille, la deuxième, celle qui te donne le CSQ, c'est plutôt important parce que avec le conjoint de fait, si tu as eu de la misère à recueillir le pointage nécessaire à atteindre le seuil, ben, le fait que tu sois en couple, ta grille de pointage n'est pas la même. Et cette grille-là, les exigences sont un peu plus élevées. Donc, il y a jusqu'à 2 enjeux dans la procédure du Québec. Tu peux faire ta procédure avec ton conjoint ou ta conjointe et on vous tire. Mais arriver en avant parce que vous êtes ensemble, ça fait défaut. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité est que depuis la base déjà, en mettant ton conjoint, vous pouvez même ne jamais être tiré. Donc, il y a ce double enjeu-là. Alors que de l'autre côté, si tu as fait ta procédure entrée express, si on te tire déjà, ben après, peu importe le pointage, il y a moins de crainte dans la suite pour ce qui est de entrée express. Donc, quels sont les éléments donc qui vont être déterminants et qui vont te pousser à mettre ou non ton conjoint comme devant t'accompagner ou pas? Ça va être globalement les critères sur la langue, c'est-à-dire le test de langue. Ça va être les critères sur l'âge. Ça va être les critères sur le niveau de scolarité. Donc voilà essentiellement les 3 critères qui reviennent autant pour le programme québécois que pour le programme fédéral, qui vient souvent faire la différence dans des pointages. Alors, au niveau par exemple du Québec, lorsque tu décides de faire que le conjoint soit accompagnant, ben, on va activer la grille avec conjoint. Et là-dessus, dans la grille avec conjoint, tu vas voir que le conjoint va occuper jusqu'à 40 points dans la grille sur la langue. Et pendant qu'il occupe 40 points, il y aura une diminution de 20 points sur la grille sur l'âge, sur le critère sur l'âge. Et une diminution aussi de 20 points sur le critère du niveau de scolarité. Donc, il faut jouer sur cet équilibre-là. Est-ce qu'en faisant le 40 points de la langue, c'est plus favorable pour vous, sachant qu'au niveau de l'âge, il y aura une dégression de 20 points. Au niveau du niveau de scolarité, une autre dégression de 20 points. C'est à jouer là-dessus. Toujours est-il que je ne peux pas te donner une réponse unique. Les réponses vont être singularisées selon les cas en présence. Mais voilà les leviers sur lesquels il faut jouer. Malheureusement, au niveau du Québec, ce n'est pas les seuls leviers. Ces leviers-là, on joue encore dessus au niveau donc, de la deuxième grille lorsqu'on t'a déjà tiré. Mais avant d'arriver au tirage, voilà les éléments qui vont être souvent déterminants. Au niveau de entrée express, c'est presque la même chose. Donc, quand tu intègres le conjoint, il y a une dégression, une diminution de 10 points dans la grille, dans la façon de faire le pointage d'entrée express au niveau de l'âge et aussi au niveau du niveau de scolarité, il y a une diminution de 10 points. Le conjoint va avoir un sous-critère où il y a jusqu'à 20 points repartis sur la langue et ce niveau de scolarité du conjoint. Donc, dépendamment de ça. Mais l'enjeu ici au niveau de entrée express, c'est que l'âge ou le niveau de scolarité du conjoint, ça ne va pas être prouvé par tes diplômes tels qu'ils sont là en Afrique. Ça va être prouvé, par exemple, pour le niveau de scolarité, par un organisme qui aura fait ton évaluation des diplômes. Sinon, tu ne peux pas avoir de pointage sur le critère, le sous-critère du conjoint, donc du niveau de scolarité. Pareil pour le test de langue. Si tu n'as pas présenté un test de langue, même si tu es très bon en langue, ben on ne va pas te reconnaître un pointage là-bas. Ça va être un 0 tout rond parce que tu n'as pas produit un test valide.
un test qui est encore valide, un test qui est standardisé, qui est accepté. Alors, une fois encore, dépendamment donc des cas de figure, est-ce que tu vas donc mettre le conjoint ou tu vas mettre non accompagnant? Vraiment, ça peut jouer. Tu ne peux pas d'office dire que non, je vais mettre de côté. Non, parce que dans certains cas, c'est parce que tu as mis le conjoint que ça va t'aider. Toi seul, tu ne pourras pas. Dans d'autres cas, c'est parce que tu auras mis le conjoint que ça va t'empêcher et ça va briser ton rêve de ne jamais être tiré. C'est malheureusement au cas par cas et c'est pour ça que on a beau être volontaire, intelligent, proactif. Parfois, ça prend quelqu'un qui s'y connaît pour te démêler ça, pour te donner la précision et que tu puisses avoir l'idée claire. Tu ne peux pas laisser tes chances être hypothéquées à cause de ce détail. Je vais terminer la vidéo avec un enjeu davantage sur des risques face à cette fébrilité que tu peux avoir. L'enjeu de dire dans une procédure au début que non, je ne suis pas marié. OK? Tu dis que tu n'es pas marié et après, subitement, tu dis que tu es conjoint de fait. Mais si tu dis que tu n'es pas marié et après tu dis que tu es conjoint de fait, là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu entre la date où tu as dit, parce que cette date est connue et archivée, la date où tu remplis que tu n'es pas marié ou tu n'es pas en conjoint de fait et que tu es célibataire et que la date où on te tire, si quand tu fais la procédure, tu dis que tu es maintenant en conjoint de fait, il y aura un enjeu sur le 12 mois dont je t'ai parlé au début. Tu comprends pourquoi j'ai commencé par là. L'enjeu, c'est, oui, peut-être à cet instant, tu n'avais pas fait 12 mois. Mais tu avais fait combien de temps? Parce qu'il faut calculer avec le temps entre quand tu as déclaré et le temps qu'on t'a tiré. Est-ce que l'ensemble de tout ça donne le 12 mois pour que ta justification de au début tu étais célibataire et maintenant quand tu es en train de faire ta procédure, oui, parce que tu as le droit quand tu es tiré de faire une mise à jour. C'est un droit. Ça, il faut le savoir. Quand tu fais ta mise à jour, ça peut t'avantager, ça peut te désavantager. C'est pour ça qu'une fois encore pour le Québec, comme il y a un deuxième grille, il faut réévaluer. Mais ça va surtout, ça va être rarement, donc il faut regarder tout ça, il faut valider ça. Oui, au niveau d'entrée, il y a aussi des paramètres comme ça qui peuvent te compromettre, mais pas autant comme au Québec. Donc si tu dis célibataire, après tu dis conjoint de fait, là il y a l'enjeu sur 12 mois. Donc ici, non seulement tu as l'enjeu de ne pas de voir ta procédure annulée, mais tu as surtout le danger d'être accusé d'avoir donné des informations fausses ou trompeuses. Des informations fausses ou trompeuses. Donc, regarde ça en gardant à l'esprit la définition de conjoint de fait sur 12 mois. Maintenant, si tu as mis célibataire et après tu dis que tu es marié et tu produis un acte de mariage, il y a un autre enjeu. La date du mariage. Tu t'es marié quand? Si tu t'es marié il y a plus que 30 jours par rapport à la date où on t'a tiré, il y a maintenant l'enjeu au niveau de tu étais tenu de faire la mise à jour. Bon, là, ça va être au cas par cas, mais la législation, rigoureusement, c'est ce qu'elle prévoit. Donc, il y a beaucoup de sous-enjeux qui font que il faut vraiment être lucide sur la question. Il faut la regarder de près. Il faut être sûr. Maintenant, si tu dis, OK, je vais tout déclarer, je vais dire les choses normalement, je suis conjoint de fait, je suis un conjoint de fait, mais non accompagnant, ou je suis époux non accompagnant, ben, il y a un autre enjeu. Oui, tu peux changer ton statut après le tirage, mais il y a un enjeu là-dessus. Tu as dit non accompagnant, subitement c'est accompagnant. Comment? Il faut regarder cet aspect. OK, hormis du fait que ça peut être compromettant, mais il faut regarder cet aspect au niveau de la crédibilité. Maintenant, si tu te maries après dans les règles de là, c'est normal. C'est un projet d'immigration. Pendant que tu étais en train de le faire, tu étais officiellement célibataire. Ça peut évoluer comme statut, donc ça peut être normal. Maintenant, il peut y avoir aussi un doute sur la relation et vouloir que tu établisses l'authenticité de la relation. C'est un enjeu donc qui peut conduire à une entrevue, qui peut conduire à voilà, à l'exigence des preuves supplémentaires. Mais dans tous les cas, je voulais te partager avec toi que, contrairement aux enfants qui ont un effet neutre sur la procédure,
quand je dis neutre, je veux dire quand tu as déjà même 2 enfants comme ça, c'est un effet neutre à partir de 2 enfants ou plus. Quand tu as un enfant sans conjoint, il n'y a pas de problème parce que tu es dans la grille sans conjoint. Mais si tu as un enfant avec conjoint, l'enfant aussi peut être contre, ça peut ne pas aider si la conjointe aussi ou le conjoint est vraiment au bas dans tous les autres critères. Et puis, pour le Québec, ça évolue. Il y a quand même désormais le test de français qui va être demandé au conjoint de fait, produit voilà un test en expression orale et en compréhension orale qui vient avec ça. Je voulais te montrer que ben, l'enjeu du conjoint de fait ou du conjoint qui accompagne ou qui n'accompagne pas est un enjeu important et je sais que tu te poses cette question. Je peux pas répondre de manière péremptoire parce que tu viens de voir, ils viennent te présenter les différents tenants, les différents déterminants et donc ça va rester au cas par cas, mais au moins ça t'alerte et ça montre que c'est une question à ne pas prendre à la légère. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on pourra te donner des précisions supplémentaires dans le cadre d'un accompagnement. On se retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.